Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler des changements introduits par le nouveau décret sur la contre-visite médicale en matière d'arrêt de travail avec Louise Penny, associée de Voltaire Avocat. Ce sera dans quelques instants. On évoquera ensuite le règlement européen sur l'intelligence artificielle avec Adrien Badevant, associé cofondateur d'Entropie. Et enfin, on parlera transmission d'entreprise, comment anticiper le décès ou l'invalidité du dirigeant avec Antoine Denis Bertin, associé chez Simon Associés. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Que change le nouveau décret qui encadre la contre-visite en matière d'arrêt de travail? On en parle tout de suite avec mon invité, Louise Penny, avocate associée au sein de Voltaire Avocat. Louise, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, lorsque le salarié est en arrêt de travail, l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale. Les modalités de cette contre-visite viennent d'être précisées dans un décret du 5 juillet 2024. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est une contre-visite médicale et l'intérêt de ce nouveau décret? Alors, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, il va percevoir de la part de la sécurité sociale des indemnités journalières de sécurité sociale. Lorsqu'il a 1 an d'ancienneté au moins dans l'entreprise, l'employeur doit lui verser un complément de salaire et en contrepartie de ce complément de salaire, l'employeur est en droit de déclencher une contre-visite médicale, donc de mandater en fait le médecin de son choix qui ira vérifier si l'arrêt est justifié ou non. Alors, le Code du travail, cela fait longtemps qu'il renvoie un décret, le soin de préciser les modalités de cette contre-visite médicale, mais ça fait des années qu'on attendait la parution de ce décret. C'est désormais chose faite. Il est sorti le 5 juillet 2024. Alors, nonobstant l'absence de parution de ce décret, l'employeur pouvait quand même diligenter une contre-visite médicale, simplement dans le silence des textes, c'était la Cour de cassation qui avait rendu plusieurs arrêts et qui avait en fait un peu forgé les modalités de cette contre-visite médicale. Et c'était quoi le cadre, brièvement? Alors, elle avait surtout rendu des arrêts en fait en matière de sortie libre, puisque quand vous êtes en arrêt de travail, vous pouvez avoir en fait, vous pouvez avoir des restrictions d'horaire, mais vous Bien pouvez sûr. aussi n'en avoir aucune. Et donc, elle était venue en fait clarifier le régime en fait sortie libre de l'arrêt de travail. Alors, le décret est paru donc le 5 juillet dernier. Quels sont les principaux changements de ce décret? Alors maintenant, c'est inscrit dans le Code du travail. L'employeur doit se voir délivrer un certain nombre d'informations par le salarié. Quand vous êtes placé en arrêt de travail, dès le début de votre arrêt de travail et à l'occasion de tout changement, vous devez informer votre employeur du lieu de repos, si ce lieu est différent de votre domicile. Et si vous êtes en régime sortie libre, vous devez lui indiquer les horaires auxquels il pourra déclencher cette contre-visite médicale. Donc, premièrement, il y a une obligation d'information qui pèse D'accord. désormais sur le salarié. Ensuite, l'employeur peut toujours mandater le médecin de son choix et dans ce cas, le médecin se rend soit au domicile ou au lieu de repos, s'il est différent de son domicile. Dans ce cas-là, il n'y a aucun délai de prévenance. Le médecin se pointe en fait au domicile du salarié sans avoir l'obligation de le prévenir en amont de sa visite. Il doit respecter les heures de sortie autorisées s'il est sous le régime en fait des heures de sortie autorisées. Donc les heures dites sécurité sociale, le salarié doit être présent chez lui de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. S'il est en sortie libre, eh bien, le médecin ira aux horaires que le salarié aura indiqué, puisqu'il doit désormais, comme je le disais, prévenir son employeur des horaires quand il est en sortie libre. La nouveauté aussi, c'est que maintenant, le médecin peut choisir de convoquer le salarié à son cabinet. Donc ça, c'est aussi une nouveauté du décret. C'est le salarié, c'est le médecin qui choisit. Par contre, j'imagine qu'il doit prendre en compte l'état de santé du Exactement. Et le salarié. décret précise que si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer pour des raisons notamment de santé, il doit en informer le médecin. Bien sûr. Quelles sont les conséquences d'une contre-visite médicale pour le salarié? Alors, si le médecin considère que l'arrêt de travail est justifié, ça ne change rien. Le salarié continuera de percevoir
d'une part ses indemnités journalières et de l'autre le complément de salaire. Si le médecin considère que ce n'est pas justifié, l'employeur peut alors suspendre le maintien de salaire, l'interrompre. Et il en est de même si le salarié refuse de se faire contrôler par le médecin ou s'il est absent de son domicile à une heure où il est censé être présent. Alors, sauf s'il avait un rendez-vous médical à ce moment-là, évidemment, et qu'il en justifie. On peut avoir des rendez-vous médicaux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ensuite le médecin contrôleur va devoir adresser dans les 48 heures un rapport à la sécurité sociale. Et si le médecin a considéré que l'arrêt n'était pas justifié, eh bien la sécurité sociale peut aussi suspendre le versement des indemnités journalières ou alors faire un nouveau contrôle, faire diligenter un nouveau contrôle du salarié. Donc les conséquences sont financières pour le salarié à l'issue de cette contre-visite. Alors on sait que le gouvernement veut lutter contre les abus des arrêts de travail. On sait que le coût est faramineux, il pourrait atteindre 17 milliards d'euros en 2024. Selon vous, est-ce que ce nouveau cadre légal de la contre-visite médicale peut aider dans cette lutte contre les arrêts de maladie abusifs ? Alors, c'est vrai que je pense que la parution de ce décret en juillet 2024, alors que ça fait des années qu'on l'attend, participe de cette volonté affichée du gouvernement de lutter contre les arrêts de travail abusifs. Il y avait déjà eu une tentative dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 où on avait essayé de faire passer une mesure où là, le médecin pouvait, enfin, sur la base du rapport du médecin contrôleur, la sécurité sociale pouvait suspendre tout de suite le versement des indemnités journalières. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel et juste après, on a eu ce décret. Donc oui, ça peut participer dans la mesure où ça peut venir quand même légitimer l'interruption du maintien de salaire par l'employeur. Donc peut-être que ça va dissuader certains salariés, mais ce n'est qu'un arsenal parmi d'autres et on voit qu'il y a d'autres mesures de toute façon, comme par exemple maintenant les arrêts de travail en téléconsultation, c'est nécessairement des arrêts de travail courts de 3 jours. Donc on voit qu'il y a quand même tout un arsenal de mesures en fait, qui participent du même objectif. Alors, évoquons d'autres dispositifs justement pour les employeurs, pour contrôler les arrêts maladie. Quels sont-ils ? Alors déjà, il faut peut-être travailler à la source avant d'en arriver en fait à se retrouver avec des arrêts de travail de complaisance ou abusifs, c'est-à-dire d'adopter une politique déjà de prévention des risques, puisqu'il faut quand même rappeler que l'employeur est tenu de garantir en fait la santé et la sécurité en fait des salariés. Donc c'est d'adopter une politique de prévention des risques et ça on peut prendre diverses mesures, former les managers à la gestion des risques psychosociaux, former à la gestion, aux bons gestes, aux bonnes postures pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Enfin, il y a déjà toute une démarche en amont. Et ensuite, si on se retrouve face à des arrêts de travail abusifs, l'employeur a aussi la possibilité de saisir le contrôle médical de la caisse, le service médical de la caisse, qui peut déclencher aussi elle-même une contre-visite au domicile du salarié. Ça peut également saisir le conseil de l'ordre des médecins si on se retrouve face à des certificats de complaisance, ça arrive. D'ailleurs, rappelons aussi quand même que l'assurance maladie, l'année dernière, avait lancé une campagne contre les gros prescripteurs d'arrêt de travail. Après, il y a toujours aussi la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié qui est en arrêt maladie de longue durée si son absence perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et que l'employeur, en fait, doit recruter quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'est aussi, ça peut arriver. Pour terminer, comment vous jugez ce dispositif ? C'est un dispositif équilibré avec ce nouveau décret ? Alors, dispositif équilibré, oui, mais il y a encore quand même des zones d'ombre. Je sais bien que nul n'est censé ignorer la loi, mais si le salarié n'est pas informé de ce nouveau décret et qu'il a désormais l'obligation d'informer son employeur des horaires auxquels il peut être visité, c'est est-ce que l'employeur spontanément va, au début de l'arrêt de travail, aller dire au salarié « Coucou, peux-tu me donner tes horaires auxquels je peux te faire contre-visiter ?» Ça montre tout de suite que l'employeur a une suspicion sur le caractère fondé. Donc socialement, c'est pas évident. Voilà.
On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous. On va parler du règlement européen sur l'IA avec mon invité Adrien Badevant, associé cofondateur du cabinet Entropy. Adrien Badevant, bonjour. Bonjour Arnaud. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle du 13 juin institue un cadre juridique pour l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous rappeler l'objectif de ce règlement ? On l'appelle communément l'AI Act. Donc, comme vous l'avez rappelé, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il est entré en vigueur en août 2024. On en discutera très certainement. C'est une entrée en vigueur qui est assez progressive avec des obligations qui vont être jusqu'à 2026. Et il vise en fait à instaurer un cadre juridique pour tout opérateur, toute entreprise, organisation qui soit fournit, soit déploie et utilise des systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Qui est concerné par ce règlement ? Donc, vous avez à la fois des personnes qui déploient qui fournissent des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, un système d'intelligence artificielle, c'est défini de manière assez large. C'est, pour le dire de manière assez simple, un système qui apprend avec des données d'entraînement, qui peut ensuite être testé et validé et qui va générer soit du contenu, qui peut générer des prédictions, des recommandations, ou qui va faire des calculs de probabilité. Ces systèmes ils peuvent être utilisés dans des secteurs assez larges. Ça peut être des algorithmes de recommandation sur des plateformes, ça peut être des systèmes d'aide à la décision dans le domaine médical. Parfois, ils sont ajoutés à des caméras pour faire des caméras augmentées. Vous avez aussi toute l'IA qu'on appelle de manière marketing générative, qui vient à générer du contenu, que ce soit des modèles 3D, de la voix, des images, que ce soit du code informatique. Donc tous ces systèmes-là, ils sont développés par des entreprises, puis ils sont soit mis à disposition d'utilisateurs finaux, vous et moi. Tous les jours, on peut utiliser ChatGPT ou d'autres outils. Ils peuvent être aussi déployés auprès de d'autres entreprises qui eux-mêmes, après, vont les réentraîner à leur tour, les affiner, ce qu'on appelle en anglais fine-tuning, et qui vont ensuite aussi être mis à disposition soit d'utilisateurs finaux. Donc voilà, vous avez des relations B2B ou B2B, B2B2C. Et donc cet ensemble de chaînes de valeur comprend des obligations juridiques avec des cadres qui sont différents en fonction des usages. Comment le règlement sur l'intelligence artificielle définit l'intelligence artificielle ? Alors ça, c'est un grand sujet de débat. L'intelligence artificielle, c'est des systèmes automatisés qui peuvent avoir différents degrés d'autonomie. Et comme je vous le disais, il y a les inputs, c'est les données d'entrée, puis les outputs, c'est les résultats de sortie qui sont générés. C'est des systèmes d'IA qui sont définis, mais on peut quand même différencier les modèles des systèmes. Les modèles, c'est le moteur sous-jacent. Si vous ajoutez une interface utilisateur par-dessus, vous avez un système. Et puis, ce règlement, il faut quand même comprendre qu'il n'est pas censé encadrer une technologie. Il n'est pas censé réguler la technologie elle-même. C'est plutôt les cas d'usage de la technologie. On prend souvent cet exemple des biens à double usage, le marteau qui sert à encadrer votre tableau dans votre salon ou vous en prendre à votre voisin directement, c'est un bien à double usage. Vous pouvez, le marteau en soi, il n'est pas bon ou mauvais, c'est son usage. C'est la même chose avec les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, vous avez une pyramide de risques qui est un peu trop simplement présentée la plupart du temps, mais avec des risques qui sont complètement inacceptables à son sommet et des risques qui sont plutôt limités ou modérés tout en bas. Il y a 4 niveaux, c'est ça, de risques prévus par le règlement ? Exactement. Donc vous avez les risques prohibés. On peut se demander même pourquoi ils existent dans leur déclinaison, parce que qui va faire de la reconnaissance d'émotions? On peut se dire, mais pourquoi on doit dire que c'est prohibé? Ça l'est déjà. Et en fait, quand on regarde de plus près, c'est peut-être pas si évident. Et dans les risques prohibés, il y a la biométrie en temps réel. Vous regardez que dès qu'on arrive sur la biométrie, les questions sont assez fines. Elles ont fait l'objet de beaucoup de débats pour savoir si c'était en temps réel, pour quel cas d'usage, est-ce que c'était pour aider les forces de l'ordre ou d'autres. Il y a des personnes qui constituent des bases de données sur des images de reconnaissance faciale par ce qu'on appelle le scrapping, le moissonnage en bon français, qui font partie des risques prohibés. Et tout le monde peut se dire, mais qui fait ça? Il y a une entreprise tout simplement qui s'appelle Clearview AI, qui a été condamnée par plusieurs CNIL européennes et qui n'a toujours pas payé d'ailleurs sa sanction. Donc ça pose la question de l'efficacité de la sanction. Mais donc ça, c'est la catégorie complètement prohibée.
Et après, il y a des systèmes à haut risque qui peuvent être utilisés dans le cadre des relations des ressources humaines, par exemple, qui peuvent être utilisés sur des infrastructures critiques. Si vous utilisez des systèmes d'IA, par exemple, en matière d'énergie, ou aussi pour le calcul de la solvabilité d'un individu ou de l'assurance vie. En matière de recrutement aussi, non? En matière de recrutement, c'est très très important. En fait, on se rend compte que l'automatisation il y a beaucoup d'indicateurs de métriques qui peuvent être utilisés, lesquels sont utilisés de manière suffisamment équilibrée, avec quelle reddition de compte, comment vous avez documenté le fait d'accorder telle prime ou tel malus, tel bonus. Donc c'est des systèmes qui sont particulièrement encadrés avec des obligations parfois supplémentaires de documentation. Des documentations qu'on peut connaître dans le RGPD, dans le règlement européen sur les données, comme l'étude d'impact, dans le règlement sur l'IA, se transforment en des analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Donc vous devez, en amont, parce que vous avez des obligations avant de déployer ces systèmes, puis des obligations une fois qu'ils sont déployés, bien sûr, de reddition de comptes qui sont différentes aussi par rapport aux autorités de supervision. Et vous devez un peu expliquer à quoi ils vont être utilisés, est-ce que ils sont robustes d'un point de vue de cybersécurité? Est-ce que vous avez fait des analyses sur les capacités d'impact qui sont raisonnablement prévisibles? Donc c'est cet ensemble de documentation qui doit être fourni par les différents acteurs, auprès des autorités qui le demanderaient, mais aussi entre eux. Parce qu'en amont de la chaîne, vous avez des fournisseurs, puis parfois, comme je le disais, vous avez des déployeurs. Bien sûr. Donc une entreprise qui développe un moteur et une entreprise qui va l'utiliser, parfois même en interne, auprès de ses propres employés. Il y a des informations qui doivent être communiquées entre les deux pour savoir comment fonctionnent ces systèmes, qui sont soit en boîte noire complète, soit avec des possibilités un peu plus d'audit et de... Donc, le but, c'est de s'assurer d'une certaine transparence dans toute la chaîne, c'est ça? Oui, en tout cas, la possibilité de rendre des comptes de la façon dont ces systèmes fonctionnent, qui sont assez complexes. Et la communication d'informations entre les différents acteurs n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi du secret des affaires, il y a des informations qu'on ne peut pas complètement révéler quand on est un acteur qui fournit. Puis vous avez des acteurs qui fournissent et qui sont verticalisés sur toute la chaîne et qui vont aussi le déployer. Donc en fonction des offres qu'ils ont, il y a potentiellement aussi de la concurrence avec la cannibalisation avec leurs propres offres. Alors on a vu les obligations qui incombent justement à tous ces services d'intelligence artificielle. Quelles sont les sanctions prévues par le règlement en cas de non-respect de ces obligations? Alors vous avez différents niveaux de sanctions. C'est un texte qui est assez différent du règlement européen, du RGPD, mais souvent l'analogie est faite. Parce que dans le RGPD, vous aviez des niveaux de sanctions qui allaient à 4% du chiffre d'affaires et pendant longtemps, ça marquait l'imagination des interlocuteurs. Là ça va plus haut. Hein. Ça peut, le RGPD, c'était 4%, 20 millions. Là, vous pouvez monter... jusqu'à ces 7%. Exactement, 7%, 35 millions. Après, en quelques minutes, je ne vais pas aller dans toutes les différentes sanctions des manquements, mais vous pouvez avoir des manquements du fait que vous n'avez pas communiqué des informations lors d'un contrôle par une autorité ou que vous avez communiqué des informations qui étaient erronées ou trompeuses. Là, les niveaux sont moins hauts, mais sont quand même assez significatifs. Puis vous avez le fait d'avoir déployé un système, par exemple à haut risque, sans avoir au préalable l'avoir déclaré dans la base de données de l'Union européenne, avoir cherché le marquage CE, avoir documenter tout ce qu'il fallait en termes de robustesse, de sécurité ou autre. Et là, vous pouvez potentiellement aller sur des niveaux de sanctions un peu plus importants, jusqu'à ces 7%. L'analogie, là où c'est similaire avec des textes européens qu'on a pu voir et connaître, c'est sur l'extraterritorialité. Donc c'est toute personne qui en fait vise le marché européen ou dont les résultats de sortie vont avoir un effet sur les personnes qui sont au sein de l'Union européenne. Ça va s'appliquer, mais c'est beaucoup plus un règlement qui emprunte une logique de mise sur le marché, de mise en service. C'est beaucoup moins un règlement sur des droits personnels fondamentaux de personnes concernées, même si vous pouvez aussi, en tant qu'individu, utiliser cette base juridique avec d'autres pour faire éventuellement des actions en justice. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On va parler transmission d'entreprise, comment anticiper l'invalidité ou le décès du dirigeant d'entreprise avec mon invité Antoine Denis Bertin, associé chez Simon Associés. Antoine Denis Bertin, bonjour. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, nous abordons un sujet
important pour la pérennité d'une entreprise, la transmission d'une entreprise en cas de décès ou d'invalidité du dirigeant. Pourquoi est-il crucial d'anticiper le décès ou l'invalidité du dirigeant d'entreprise? Il est crucial d'une double manière. La première, c'est le sujet de l'entreprise, il en va de sa survie. Et le deuxième, c'est celui de la famille du défunt ou de la défunte. Sur l'entreprise, on se retrouve avec une entreprise dont le dirigeant ou la dirigeante est décédé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des sujets qui sont des sujets de petite intendance. Qui fait les virements? Comment sont faites les fiches de paye? Qui signe les contrats? C'est des choses vraiment basiques. Si on ne l'a pas prévu, si on ne l'a pas anticipé, on se retrouve avec une entreprise qui ne peut plus fonctionner. Je parle des entreprises de petite taille, mais aussi de certaines entreprises, ETI, qui ne sont pas suffisamment organisées. Ça, c'est la partie entreprise, et il en va de sa survie. Le deuxième point important, c'est celui de la famille. La famille de la défunte ou du défunt, elle n'est pas forcément dans l'entreprise. On peut avoir des enfants qui sont mineurs, ce ne sont pas eux qui vont reprendre l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Comment font-ils d'un point de vue patrimonial? Généralement, l'entreprise, c'est le 3e ou 4e enfant d'une dirigeante ou d'un dirigeant. Il s'est beaucoup investi dedans. Il en va de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Bien sûr. Les effets patrimoniaux, c'est est-ce que j'ai nécessairement les moyens de payer les droits successoraux? On a à peu près 1 an quand même pour payer les droits de succession. Je ne les ai pas forcément. Est-ce que je dois vendre l'entreprise? Est-ce que mon conjoint ou conjointe avait des associés? Est-ce que je leur vends à eux? Dans quelles conditions? Comment est-ce que c'est prévu? Voilà, c'est pour ça que c'est crucial pour l'entreprise et c'est très rarement anticipé. Alors, on voit bien que c'est un sujet délicat. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Il y a plusieurs bonnes pratiques. Donc, on se replace toujours de deux manières. 1, du point de vue de l'entreprise. 2, du point de vue de la famille. Du point de vue de l'entreprise, il y a déjà des choses qui sont assez classiques. Alors d'abord, on a ou on n'a pas un pacte d'associés. On a un pacte d'associés si on a d'autres associés. Donc on a l'hypothèse de la dirigeante ou du dirigeant qui a des associés qui peuvent être minoritaires. C'est souvent le cas. Ils sont minoritaires puisque c'est le dirigeant qui est majoritaire dans l'essentiel des situations. Comment font les autres associés? Est-ce qu'ils vont racheter? J'ai un beau pacte d'associés, j'en fais tous les jours, dans lequel il est précisé qu'en cas de décès ou d'invalidité, je vendrai les ayants droit vendront à mes associés. Très bien. À quelle valeur? Je prends la valeur des exercices précédents. Ok. Avec quel argent? Parce que j'ai pas l'argent. Il n'y a jamais de bonne date pour mourir, mais c'est toujours le pire des situations. C'est l'hypothèse où l'entreprise va pas très bien, on peut pas sortir de cash en dividende pour acheter. On est dans une situation où les autres associés eux-mêmes ont des projets personnels, il leur manque des sous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on paye? Là, alors on va souvent mettre en place ce qu'on appelle des assurances hommes-clés. C'est très bien l'assurance homme-clés. Comment ça marche? Alors, typiquement, tous les investisseurs financiers vont demander ça lorsqu'ils se vont dans une entreprise. L'assurance homme-clé, c'est en cas de décès de l'homme-clé, souvent là où le dirigeant, une compagnie d'assurance va verser une somme qui va être versée à l'entreprise et qui a pour vocation généralement de trouver un manager de transition sur une période d'1 ou 2 ans, le temps de trouver le bon dirigeant, voire le temps de céder l'entreprise. D'accord. Mais l'argent va à l'entreprise. Il ne va pas aux ayants droit, qui eux ont besoin d'argent. Bien sûr. Et il ne va pas aux associés qui ont besoin, les associés survivants, qui ont besoin d'acheter les titres du majoritaire qui vient de décéder, hélas. Donc l'assurance homme-clé, c'est très bien, mais il faut faire un autre type d'assurance, qui est assez rare, qui s'appelle l'assurance de l'associé survivant. La garantie d'associé survivant. En fait, on va mettre en place une assurance décès. C'est vraiment très peu usité. Il se trouve que moi, j'ai fait un partenariat avec un gros courtier en assurance de personnes. On met ça en place, c'est-à-dire que tous les associés sont assurés. En cas de décès, la compagnie d'assurance va verser aux associés survivants la somme pour acheter à la famille du défunt ces titres. D'accord. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on ne va pas profiter d'un décès en disant je renégocie le prix, etc. Ça a été géré en amont, c'est clair. Et tous les ans, on fait une valorisation de l'entreprise dont on informe la compagnie d'assurance en lui disant l'année dernière ça valait 40 millions, cette année ça en vaut 50, l'année prochaine peut-être on verra, ça vaudra peut-être un peu plus, et on adapte le montant de la police d'assurance. Et là où il y a un gros avantage par rapport à l'assurance homme-clé, c'est que l'assurance homme-clé, donc l'argent va dans l'entreprise,
et dans l'hypothèse où la société va pas bien, je suis obligé d'utiliser cet argent pour l'entreprise. Il y a un arrêt du Conseil d'État de mars 2021 qui est très clair en disant la priorité, c'est l'entreprise. Alors que là, je bypasse l'entreprise, puisque c'est d'assurer à assurer. Voilà. Ça, c'est sur l'entreprise, ça fait partie des choses qu'on met en place, ainsi que quelque chose qui n'est pas très courant dans les petites entreprises, un plan de succession. C'est-à-dire, en cas de décès, qui a les clés de l'entreprise? Qui fait quoi? Là, c'est pour l'entreprise. Pour la famille, justement, va pouvoir bénéficier de cette assurance associée, de garantie de l'associé survivant, puisque l'argent va lui revenir. Donc, elle est contente, elle ne se dit pas ma femme me disait que son associé n'était pas terrible, j'en ai la vérification puisqu'il a réussi de renégocier le prix. J'ai l'argent dans ma poche et je passe à autre chose. Et puis aussi, ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on appelle des mandats de protection future. Pas besoin d'être chef d'entreprise pour le faire, mais ça existe et vous décidez qui est votre mandataire et en cas de décès, qui est-ce qui va vous accompagner? Ça peut être votre conjoint, bien évidemment, mais c'est bien d'avoir un tiers qui fait ça. Ça peut être quelqu'un de confiance. Voilà, quelqu'un de confiance. Et c'est quelque chose en plus. Alors, vous pouvez même le faire sur le site du ministère de la Justice. Vous avez des imprimés qui vous permettent de désigner quelqu'un. Je conseille quand même de passer par des notaires parce qu'ils ont une maîtrise beaucoup plus importante de tous les sujets. Donc, le notaire de famille ou des notaires qui sont plus pointus sur des aspects financiers. Voilà. Pour terminer rapidement, quels conseils donneriez-vous aux dirigeants qui n'ont pas encore abordé cette question? Alors, avec les notaires et les fiscalistes, on a l'habitude d'utiliser une expression qui est « faire le mort ». C'est-à-dire qu'on met la dirigeante ou le dirigeant dans une situation de « elle décède ». Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de la famille? D'accord. Et du coup, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, alors certes, ça ne fait pas plaisir de se poser la question, mais une fois qu'on l'a fait, en fait, on vit mieux. Et moi, j'ai accompagné des personnes qui m'ont dit « je suis soulagé parce que j'ai organisé les choses ». On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Be Smart for Change.